l'indépendance, mais avant l'indépendance, l'irrécusabilité. Les magistrats du parquet sont irrécusables. C'est quoi la récusation? Quand on dit qu'on vous récuse, ça veut dire qu'on suspecte, on vous suspecte d'avoir un parti pris dans le procès, de sorte que on pense que vous ne pouvez pas rendre une bonne décision. Supposons que on a ici un tribunal qui siège. Le prévenu, c'est le président de l'université, je ne le souhaite pas, monsieur le président, professeur Guy Bléon. Et puis, le collège des juges, là, il se trouve que la jeune dame qui est là, elle est la belle-sœur ou la sœur de l'épouse du professeur Guy Bléon. Quelqu'un peut se lever pour demander qu'on récuse celle-là parce que les liens qu'elle a avec le professeur ne peuvent pas lui permettre de rendre une décision objective. Donc, on va la dessaisir. Mais ça, c'est pour les juges du siège. On ne peut pas récuser un magistrat du parquet. Ça veut dire quoi? Si je prends le même exemple, on est en train de juger le professeur Guy Bléon. Hein? Et puis, le parquet est représenté par l'épouse du professeur Guy Bléon. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire, le procureur là, c'est la femme de celui qu'on juge là, enlevez-la. On ne peut pas la récuser. Tout simplement parce que le parquet ne prend pas de décision, ne prononce pas de condamnation. Donc, on n'a rien à craindre. Même si elle dit qu'il n'a rien fait, ça n'empêche pas les juges qui sont ici de le condamner à 20 ans. Et vice-versa. Même si elle démontre par A plus B qu'il est coupable, on ne peut pas, parce qu'elle a fait cette démonstration-là, le condamner. Tant que nous qui sommes juges du siège, on n'est pas convaincus de sa culpabilité. Donc le parquet est irrécusable. J'ai eu une procédure il y a quelques années en arrière. Je vais pas, le temps est avancé, je ne vais pas entrer dans les détails. Celui qu'on jugeait, c'était un citoyen, je dirais ordinaire. C'était un chauffeur. Mais il avait des conseillers éclairés qui le conseillaient dans l'ombre. Alors, au cours du procès, le président de la cour d'appel, alors que moi, en tant que parquetier, j'étais en train de démontrer, et je précise que, non, le chauffeur, lui, il est la partie civile, c'est lui qui a été victime. Et celui qu'on jugeait, c'était un grand directeur de société, c'était un boss. Au moment où moi je démontrais, je m'évertuais à démontrer que l'infraction poursuivie était constituée, il s'agissait en effet de la dénonciation calomnieuse. Le président, lui qui doit juger là, il prend la parole et dit, mais monsieur l'avocat général, on a tous fait le français, qu'y a-t-il de calomnieux à dénoncer une infraction dont on a été victime? En fait, le boss là, il a été victime d'un grand braquage, sa société. C'est les sociétés qui transportent les fonds dans les banques là. Et il partait, le chauffeur qui travaillait donc dans cette société, il partait avec 3 autres collègues au siège de la SGBCI pour déposer 3 milliards. Et la décette se fait au sous-sol. Et pendant qu'ils y étaient, l'un des membres de l'équipage là a fait croire aux autres qu'il veut aller se mettre à l'aise. Et puis il sort, bon, c'est de gros sacs d'argent qu'on pousse avec des chariots. Donc un collègue dit, il veut aller faire pipi. On ne s'en émeut pas outre mesure. Donc les autres transportaient les sacs qui partaient livrer dans le sous-sol là-bas. Et ils se rendent compte qu'il y a un sac qui manque. Et puis ils touchent à la porte. La porte a été condamnée par derrière. La porte où celui qui voulait faire pipi est sorti là. Ça a été condamné de l'extérieur. Donc ils étaient bloqués au sous-sol là-bas. Donc ils ont dû annuler la livraison.
le sac qui est parti là, je croyais, c'était un sac de 300 millions. Donc il restait 2 milliards 700 millions. Ils sont retournés à leur siège avec les 2 milliards 700 millions. Leurs camarades, ils ne l'ont plus revu. Le sac, ils ne l'ont plus revu. Et le boss qu'on jugeait, dont j'ai parlé là, il se trouvait à Paris. Donc dès qu'il a été informé, il a appelé le directeur de la police criminelle pour dire « allez m'arrêter tel, tel ». Il a dit le nom des membres de l'équipage. Et cette affaire a été confiée à un juge d'instruction. Et après l'instruction, le juge d'instruction a pris un non-lieu parce qu'il a découvert que ceux qui sont restés et qui ont ramené les 2 milliards 700 millions, ils n'y étaient pour rien. Et au cours de l'instruction, Interpol a arrêté celui qui fuyait là au moment où il prenait un avion à Ouaga pour la Belgique. Et il a donc été rapatrié et lui-même il a confessé que ses camarades n'y sont pour rien et qu'il a un ami gendarme qui lui disait chaque fois que ceux qui travaillent dans ces banques-là, ils partent pauvres à la retraite. Sauf si pendant leur carrière, ils ont fait un coup. Voilà, donc c'est pour lui, il a voulu essayer. Et puis, voilà. Donc, entre-temps, le chauffeur en question, il a été gardé à vue, déféré, tout ça. Et puis, son second, celui qui était le chef de bord de l'équipage, il était diabétique. Il doit prendre des comprimés chaque jour à des heures précises. Et le temps où il était en garde à vue, faute de médicaments, il est décédé. Voilà. Et donc, quand le juge d'instruction a pris le non-lieu concernant le chauffeur survivant, il est retourné donc au travail. Et la société ne voulait plus le recevoir. Ou bien on lui dit, il faut t'asseoir à la guérite. Bon, tout ça mis l'un dans l'autre. Il a décidé de porter plainte contre son patron pour dénonciation calomnieuse. Et donc pendant ce procès, le président de la cour, alors que moi je démontre qu'il y a dénonciation calomnieuse, il prend la parole et dit, mais monsieur l'avocat général, on a tous fait le français. Qu'y a-t-il de calomnieux à dénoncer une infraction dont on a été victime? Et puis on sort de l'audience, quelqu'un va souffler au chauffeur là. Mais le président s'est déjà prononcé. Hein? Il a déjà pris parti. Il faut le récuser, demande sa récusation. Donc le chauffeur là a écrit au premier président de la cour d'appel pour demander la récusation. Le premier président a communiqué la demande au procureur général qui est mon patron. Et comme c'est moi qui étais à l'audience, bon, on m'a dit de donner l'avis du parquet général. J'ai conclu qu'il y avait lieu de récuser parce qu'il s'est déjà prononcé. Ils devaient garder le silence jusqu'à ce qu'ils aillent délibérer. Entre eux là-bas, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais pas avant de rendre la décision. Dans une autre procédure, un juge d'instruction qui a accepté que quelqu'un qui avait son dossier à son cabinet d'instruction là paye son billet d'avion pour aller en vacances en Israël. Et l'adversaire de ce dernier a eu vent de ça. Voilà. Et on a demandé sa récusation. Donc les magistrats du siège, eux, ils sont récusables. Mais les magistrats du parquet, on ne peut pas les récuser parce qu'on craint qu'ils prennent parti. Parce que dès l'instant où tu poursuis quelqu'un, ça veut dire que tu as déjà ta conviction. Alors, sous le bénéfice de ces quelques informations, je voudrais donc m'arrêter là et demander au professeur Nyolubi de l'indépendance. Ok. En fait, l'indépendance dont il s'agit ici, c'est pas... Il ne faut pas l'entendre comme on serait tenté de l'entendre. Les juges du siège, eux, ils sont indépendants. C'est-à-dire, quand ils rendent leurs décisions, ils ne sont soumis à aucune autre autorité
qu'à celle de la loi et de leur conscience et de leur intime conviction. Et ils sont indépendants. Ça veut dire légalement, même si tu es le plus petit juge que tu es en train de siéger, ton patron, président du tribunal ou qui sais-je encore, ne peut pas te donner d'instruction. Le parquet, c'est tout le contraire. Le parquet n'est pas du tout indépendant parce que l'indépendance ne peut pas cohabiter avec la hiérarchie. Voilà. Le parquet, c'est les instructions. C'est les instructions. Quelquefois, tu vois que ça, c'est blanc. On te dit, tu vas la faute, dis c'est noir. Et trouve les arguments pour démontrer que c'est noir. C'est ça le parquet. L'indépendance dont on parle ici, du parquet, ce n'est pas par rapport à la hiérarchie, mais c'est par rapport aux juges du siège. C'est-à-dire, dans un procès pénal, les juges du siège ne peuvent pas te donner des ordres, toi parquetier. Ils ne peuvent pas te refuser la parole, ils ne peuvent pas t'arracher la parole. C'est de cette indépendance-là qu'il s'agit. Sinon, en l'état actuel de notre procédure pénale, le parquet n'est pas indépendant. Le parquet, je dirais, c'est le représentant, sinon la courroie de transmission de l'exécutif au sein du judiciaire. Voilà, c'est tout à fait légal. Quelquefois, la population ne comprend pas, mais c'est ça, la loi que leurs députés ont votée là, c'est ce que ça dit. Le parquet n'est pas indépendant, c'est normal qu'ils reçoivent des instructions de l'exécutif.